الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs dans la foi, au Cameroun, 4 ordres d'enseignement privé se côtoient, dont l'enseignement privé islamique, une ouverture dans l'acquisition du savoir scolaire dans le respect de l'islam. Mais en réalité, quelle est la sanctité de l'enseignement privé islamique au Cameroun et quels en sont ses mérites? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International, rendez-vous islamique à 3 articulations, l'entretien, mais aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, écoutons les paroles d'Allah, exalté soit-il. بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وجب الشكر علينا مدى ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Une fois de plus, bienvenue sur ces plateaux de l'émission Vitrine de l'Islam. Rendez-vous du vendredi à 16h, mais aussi du samedi à 6h30 dans le cadre de la rediffusion de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dr Fabilou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, docteur. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous êtes enseignant de sciences politiques à l'université de Ngaoundéré. Je rappelle aussi que vous avez soutenu votre thèse sur les thèmes la gouvernance scolaire au Cameroun, essai d'analyse des dispositifs et des dynamiques d'encadrement de l'enseignement secondaire privé.
Avec vous, nous allons tout au long de cette émission, Inch'Allah, parler de l'enseignement scolaire privé islamique. Nous sommes donc véritablement dans votre champ de recherche et nous espérons, Inch'Allah, qu'on comprendra grand chose, nous ainsi que nos téléspectateurs, dans le cadre de cette émission. Imam Fabilou, ou plutôt docteur Fabilou, pour de temps en temps, hein, on va s'embrayer en parlant de l'imam, mais aussi du docteur. Qu'Allah soit-il bénisse votre savoir, que ce soit du côté spirituel et même du côté scolaire. Alors, Imam Fabilou, lorsqu'on parle donc de l'enseignement privé scolaire islamique, on fait allusion à quoi exactement? Alhamdulillah, frère Koiranga, quand on parle de l'enseignement privé islamique au Cameroun, on parle de la partie de l'enseignement privé dont les musulmans tiennent la rêne, où les musulmans, à côté du programme officiel que le gouvernement de la République du Cameroun a mis à la disposition des organisations et même des personnes privées pour ouvrir des écoles, il y a donc les enseignements purement islamiques qui sont donc enseignés aux enfants ou à nos enfants. La spécificité de cet ordre d'enseignement, Imam Fabilou, c'est donc la présence de l'islam? Oui, pas effectivement, mais c'est la présence de l'éthique, disons-nous comme cela, parce que quand on dit la présence de l'islam, c'est... Mais est-ce qu'on n'enseigne pas l'islam dans cet établissement? On y enseigne, mais à une échelle un tout petit peu réduite, si on essaie de voir les matières qui sont enseignées, mais dans certains établissements qui tardent et que nous essayons autant que faire se peut amener les fondateurs et même l'opinion publique musulmane de manière générale à migrer vers l'enseignement privé. Ce sont on les appelle les mahahid, donc les mahad et autres qui font des enseignements purement islamiques, et des fois ces enseignements sont dispensés en langue arabe et on les retrouve beaucoup plus dans les régions septentrionales et un tout petit peu à l'est. Imam, lorsque nous parlons donc de l'enseignement privé islamique terre à terre, ce sont les écoles franco-arabes, ce sont les collèges privés islamiques, c'est cela? Bien évidemment, quand on parle de l'enseignement privé islamique, on fait allusion aux écoles franco-arabes, aux écoles anglo-islamiques et également aux écoles anglo-arabes qu'on retrouve de part et d'autre du pays. Imam, nous l'avons dit au début de cette émission, vous avez écrit toute une thèse sur la gouvernance scolaire au Cameroun. Vous avez étudié l'enseignement privé en général. Et on nous dit qu'il y a 4 ordres d'enseignement au Cameroun privé. Bien évidemment, il y a 4 ordres d'enseignement privé au Cameroun. Il y a l'enseignement privé laïque qui regroupe tous les établissements d'enseignement privé qui ne sont pas adossés ni aux catholiques, ni aux protestants, encore moins aux musulmans. Un chrétien catholique peut ouvrir son établissement sans s'affilier à l'ordre d'enseignement privé catholique, comme un musulman peut ouvrir un établissement d'enseignement privé sans s'affilier à l'ordre d'enseignement privé islamique, mais il se retrouve donc dans l'ordre d'enseignement privé laïque. Donc, c'est cette ouverture que l'État a donc permis aux individus de s'épanouir sur le plan éducatif. Mais Imam, selon vous, pourquoi cette ouverture-là exactement? L'État a fait cette ouverture pour permettre, déjà pour diversifier l'offre d'enseignement, l'offre scolaire, l'offre éducative sur le plan national, parce que vous savez que l'éducation c'est la mission régalienne de l'État, et comme l'État est un tout petit peu en essoufflement depuis un certain nombre d'années, l'État a donc ouvert les vannes, mais avec la tutelle et également avec des contrôles a posteriori, a priori, parce que pour ouvrir un établissement, il y a une batterie de contrôle, une batterie d'activités à travers lesquelles
si vous ne passez pas par les mailles de filet, vous ne pouvez pas donc ouvrir votre établissement. Et l'État est regardant dans cela. Et ceux qui sont, par exemple, dans la ville de Douala, dans les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam, en savent mieux avec les fermetures des établissements qui ne respectent pas donc les conditions et d'ouverture et les conditions de déclaration et autres avec la tutelle. Ça veut dire que ça reste et ça demeure d'abord des établissements scolaires qui sont sous la tutelle de l'État. Bien évidemment. Si vous êtes des établissements primaires, vous êtes sous la tutelle du ministère de l'Éducation de base. Et si vous êtes des établissements d'enseignement secondaire, vous êtes donc sous la tutelle du ministère d'enseignement des enseignements secondaires. Et si vous montez d'un cran et que vous vous retrouvez donc au niveau supérieur, et là également le ministère de l'enseignement supérieur est le ministère sous lequel vous exercez. Alhamdulillah, alhamdulillah, c'est donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, une ouverture que l'État du Cameroun donne à la communauté musulmane de pouvoir recevoir l'enseignement scolaire dans le respect strict de l'éthique islamique, comme l'a rappelé les frères Fadil. Alors, Imam, nous allons nous arrêter particulièrement sur l'enseignement scolaire privé islamique au Cameroun. C'est ce qui nous intéresse dans le cadre de cette émission. Alors, comment est-ce que cet ordre d'enseignement est organisé au sommet? Oui, au sommet, nous avons le secrétariat à l'enseignement privé islamique. Et ce secrétariat est basé à Yaoundé. Et au niveau le secrétariat national couvre le territoire national, et maintenant dans chaque région il y a ce qu'on appelle les SEDUC, le secrétariat à l'éducation. Donc on a le secrétariat à l'éducation pour l'enseignement privé islamique à l'extrême nord, le nord, l'Adama, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions dans le littoral et le sud-ouest. Et quelle est donc la réalité de cet ordre d'enseignement à la base? Oui, à la base, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un tout petit peu de cacophonie parce que aujourd'hui, pour ce qui est de l'enseignement fondamental qui est donc les écoles franco-arabes ou les écoles anglo-islamiques ou les collèges privés islamiques qui dispensent les enseignements c'est-à-dire séculaire, dont ce que l'État même, le programme éducatif que l'État a mis à la disposition de la population et de la communauté éducative. Il y a aussi les enseignements purement religieux que ces écoles dispensent. Mais la cacophonie vient du fait des écoles qu'on appelle les écoles coraniques ou bien les madaris ou les madrasas qu'on a de ci et là, qu'on ne parvient pas à mettre sous une coupole pour dire que ces établissements appartiennent à l'enseignement privé ou bien ces établissements sont dans l'informel, ainsi de suite. C'est là où on ne parvient pas à avoir une clarté. Il y a également les écoles coraniques qui sont souvent structurées sur le plan de la forme, sur le plan du fond, mais maintenant au niveau de la régularité et de contenu en ce qui concerne les prescriptions de l'État, ces écoles peinent à sortir la tête de l'eau. Voici de manière ramassée ce qui se trouve dans l'enseignement privé islamique. Imam, on va dire que ce sont des établissements privés, c'est-à-dire qui appartiennent à des personnes privées, mais qui sont encadrés par l'État à la hiérarchie. Bien sûr, ces établissements peuvent être créés soit par vous et moi ou bien par un organisme ou bien une association. On peut prendre peut-être l'association Al-Aqsa peut créer un établissement scolaire, ou bien l'association comme la LICAM, la Ligue des cadres musulmans, peut également créer un établissement scolaire, ou bien un organisme
qui peut, que ce soit national ou international, peut également créer un établissement. Et il faut seulement respecter les conditions, il faut s'affilier à une organisation, à un ordre d'enseignement, en l'occurrence chez nous, à l'ordre d'enseignement privé islamique. Barakallahu fikoum, docteur, qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour ces éclairages. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une courte pause. Nous reviendrons juste après pour continuer à parler de l'enseignement scolaire privé islamique au Cameroun. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous sommes en compagnie du docteur Fabilou, enseignant à l'université de Ngaoundéré, enseignant de sciences politiques, mais il a surtout soutenu une thèse sur la gouvernance scolaire au Cameroun, essai d'analyse des dispositifs et des dynamiques d'encadrement de l'enseignement secondaire privé. C'est donc un spécialiste du domaine que nous avons avec nous pour parler particulièrement de l'enseignement scolaire privé islamique au Cameroun. Imam, quel est le poids de l'enseignement privé islamique au Cameroun par rapport aux autres ordres d'enseignement notamment? Si nous mettons les autres ordres d'enseignement privé et que nous mettons l'enseignement privé islamique au Cameroun aujourd'hui, on peut dire que l'enseignement privé islamique, si on s'en tient aux statistiques qui datent de pratiquement 5 ans, parce que je puis vous rassurer, le gros des établissements d'enseignement privé islamique se retrouve malheureusement dans la région du nord-ouest. Et vous savez, avec ce qui se passe de ce côté-là, on n'a pas quand même un retour satisfaisant. Il y a des écoles qui sont où les élèves ont déserté, où les parents ont carrément déserté les villages, qui ne fonctionnent pas, mais les autres, dans d'autres villes, il y a quand même ces écoles qui fonctionnent, mais on peut estimer cela autour de 4 à 5% de l'effectif de l'enseignement privé au Cameroun. 4 à 5% seulement, imam, ça veut dire que nous ne pesons pas lourd. On ne pèse pas lourd. Ou alors on ne pèse même pas. 5%, c'est rien. Pas grand-chose. Puisqu'il y a de cela 5 ans, on se retrouvait à 5,3%. Donc c'est pour cela que c'est avec beaucoup de modestie. Et sur les 5, si l'enseignement privé islamique a 500 établissements, 300 viennent du nord-ouest. Donc vous voyez comment ça si le nord-ouest est dans des difficultés sur le plan éducatif, cela veut dire que c'est tout le système de l'enseignement privé islamique qui est un tout petit peu fauché, parce que dans d'autres régions, on n'en trouve pas assez. Imam, pourquoi y a-t-il peu d'établissements privés scolaires islamiques au Cameroun? Le véritable problème, peut-être, c'est dans la culture des musulmans, qui sont beaucoup plus aujourd'hui, quand on essaie de voir, ce sont des commerçants, et pour eux, c'est investir et gagner dans peu de temps, alors que quand on investit dans l'éducation, pour rentrer dans le retour sur investissement dans l'éducation, en termes financiers, ce n'est pas en 2 ou 3 mois ou bien en 1 an qu'on fait ce retour sur investissement. Je pense que cela pourrait être un élément qui empêcherait donc les musulmans à investir sur le plan éducatif. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on peut aussi le déplorer, hein, parce que dans la communauté musulmane, si on voit ceux qui sont allés à l'école, ils sont peu nombreux par rapport à d'autres confessions religieuses. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense, Imam Fadil. Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris les enjeux de l'enseignement privé ici au Cameroun, notamment la communauté musulmane. Je peux dire que la communauté musulmane n'a pas
ce n'est pas seulement de l'enseignement privé islamique que la communauté musulmane n'a pas compris l'enjeu, mais c'est même l'éducation de manière générale. On ne parvient pas à prendre en main et embrasser cela de tout notre corps. Si on l'avait fait, aujourd'hui on devrait avoir de meilleurs établissements, parce que si on revient dans l'histoire de l'islam et à partir de l'histoire de la révélation, on voit que les premiers versets qui ont été révélés au prophète Mohammed, c'était Li, Iqra, donc cela veut dire, et les 5 premiers versets, il y a, je crois, 8 à 9 occurrences qui reviennent donc sur l'éducation à partir de lire, la plume, ainsi de suite, la connaissance, le savoir, et tous ces éléments renvoient donc à l'éducation. Imam, mais lorsqu'on regarde quand même dans nos villes, il y a quelques écoles primaires islamiques, quelques collèges, de plus en plus, les uns et les autres arrivent quand même à en ouvrir, mais les résultats ne suivent pas. Qu'est-ce qui explique la médiocrité dans la plupart de nos établissements privés islamiques, imam? Est-ce que vous êtes d'abord d'accord? Est-ce que d'abord c'est une réalité, cette médiocrité? C'est une réalité, mais cette réalité a été animée par les dons que nous avions longtemps reçus des pétrodollars du Golfe. C'est ça qui fait aujourd'hui, quand vous ouvrez même votre établissement et vous mettez cet établissement sous la bannière d'un établissement privé islamique, tout ce qui connote ou bien qui se rapporte à l'islam, on dit que c'est financé par l'Arabie Saoudite, c'est financé par les fonds cohésiens ou bien c'est financé ainsi de suite. Et si vous dites même que votre établissement va coûter l'inscription ou bien les frais de collage vont coûter par exemple 200 000, c'est-à-dire c'est votre voisin qui commencera par ne pas amener son enfant chez vous, dans votre établissement, en disant que votre établissement est cher, mais c'est le même voisin qui pourra amener son enfant dans un autre établissement qui ne donne pas de l'enseignement islamique. Et on préfère dire que chez vous, on paye 10 000 et on préfère aller payer 160 000 de l'autre côté, parce que en estimant que vous recevez donc des financements d'ailleurs, et sans savoir que quand vous déboursez peut-être 200, 300 000 pour l'éducation de votre enfant, la personne qui sera là devant pour enseigner, pour éduquer votre enfant, aura également un revenu, un salaire subséquent, un salaire conséquent à ce qu'il va donc prodiguer à votre enfant, et il n'y aura pas donc cette disparité entre l'enseignement privé peut-être laïque et l'enseignement privé islamique. Mais imam, au-delà de cet aspect que vous avez évoqué, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'organisation même dans ces écoles-là? Est-ce qu'il n'y a pas un problème du sérieux de l'enseignement dans ces écoles? Bon, dans certains tout au moins. Effectivement, dans certaines écoles, vous savez, on fait donc la rétribution familiale. C'est-à-dire, j'ai créé mon établissement, il y a mon cousin ou bien mon neveu ou bien mon beau-frère qui n'a pas de travail, il a une licence ou bien il a eu un bac, ça fait 4 ans, 5 ans, il est en train d'errer au quartier. Donc je crée mon établissement, je le place comme gestionnaire, et il n'a aucune notion de la gestion, il n'a aucune notion de la pédagogie, et c'est à lui que je remets donc le destin de l'éducation des enfants. Et c'est pour cela qu'au finish, on n'a pas donc des choses souhaitables qu'on devrait avoir à la fin. Imam, vous le dites là si bien, il y a donc beaucoup à faire dans nos établissements scolaires privés islamiques, mais il faut quand même dire à haute voix que beaucoup est fait. Vous-même, vous êtes un produit d'une école primaire privée islamique, si j'ai bonne mémoire. Bien évidemment, je suis un fruit de l'école franco-arabe de Ngaoundéré, et beaucoup d'autres comme moi sont également des fruits de cet établissement. Et à l'occasion, on s'est retrouvés, on s'est dit, bon,
il faut qu'on fasse quand même quelque chose pour l'école qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir et qui nous a façonné tel que nous sommes aujourd'hui. Et je pense que nous sommes en train de travailler sur un document de stratégie de l'amélioration des performances des établissements privés islamiques au Cameroun. Et ce document est en cours d'élaboration. Et je pense qu'à la fin de l'élaboration de ces documents, nous pourrions faire donc le tour du Cameroun pour la vulgarisation de ce document, Inch'Allah. Imam, peut-être il faut rassurer nos téléspectateurs, ce n'est pas qu'une spécificité des écoles primaires privées islamiques, il faut simplement dire que les problèmes sont partout, même dans les laïcs. Effectivement, dans tous les ordres d'enseignement privé, on ne peut pas venir ici dévoiler les problèmes qui se retrouvent dans l'enseignement privé catholique ou l'enseignement privé protestant ou laïque, parce que nous avons notre ordre. On dit avant d'aller balayer chez le voisin, il faut commencer par balayer sa cour. Donc c'est pour cela que nous, on s'intéresse beaucoup plus à notre cour qu'à la cour du voisin. Si on finit par assainir notre cour, on pourra donc le voisin pourra s'inspirer de notre cours pour assainir également la sienne. Quand vous parlez d'assainir la cour, quand vous parlez de balayer devant laisser chez soi, est-ce à dire qu'il faut envoyer ses propres enfants dans ces écoles d'abord? Bien évidemment, il faut envoyer, tant qu'on n'envoie pas nos enfants dans ces écoles, on ne pourra pas donc rehausser. Et si on envoie nos enfants dans ces écoles, de grâce, n'envoyons pas les enfants et attendons seulement la fin de l'année pour voir si l'enfant est admis ou il a échoué pour aller faire des problèmes soit au collège, soit dans l'établissement. Suivons nos enfants au jour le jour, et quand nous nous rendons compte que l'enfant a des tares, allons discuter avec les enseignants, les éducateurs. Ils sont là, ils nous attendent, mais on ne nous voit pas. Imam, à vous écouter, c'est comme s'il y a des mérites particuliers à envoyer les enfants dans ces établissements privés islamiques? Bien évidemment, si on a un programme, aujourd'hui, on remercie certains frères qui se sont mis à la tâche et ont sorti un programme. Et ce programme, que ce soit le programme de langue arabe, le programme au niveau des matières purement religieuses, sont là. Mais maintenant, il va falloir la fédération de ces établissements, parce qu'aujourd'hui, il y a également cette cacophonie-là. Celui qui crée son établissement et qui a fait ses études, je prends deux exemples. Il a fait ses études par exemple au Koweït et l'autre a fait ses études en Égypte. Il va prendre le programme de là où il a fait ses études pour appliquer dans son établissement, alors que ces programmes ne reflètent pas la réalité camerounaise. Je pense que si on revient et on fait confiance à ces frères-là qui se sont mis à la tâche et ils ont sorti des programmes, et qu'on adopte ces programmes-là en assemblée plénière, et que tous les établissements privés d'enseignement, privés islamiques l'adoptent, et je pense que nous allons au moins résoudre un problème et attaquer un autre. Imam, vous avez là évoqué les problèmes d'harmonisation des programmes et même les problèmes de la conception de ces programmes-là dans l'enseignement privé islamique au Cameroun. Alors Imam, je voudrais qu'on revienne sur les parents qui nous regardent et qui ont les élèves à la maison. Qu'est-ce qu'ils auront de plus lorsqu'ils enverront leurs enfants dans ces établissements-là? Qu'est-ce qu'ils gagnent exactement par rapport aux autres établissements en envoyant leurs enfants dans les écoles franco-arabes, dans les collèges islamiques? Déjà, ils gagnent, l'enfant qui va là-bas, il gagne, c'est-à-dire l'éthique religieuse, l'éthique islamique. Il lui sera enseigné dans ces établissements. C'est-à-dire, ils n'auront pas tellement de problèmes à trouver encore un autre enseignant, soit du Coran ou de la langue arabe à la maison, parce que tous ces enseignements lui seront
dispensés dans ces établissements. Et au-delà de tout ceci, ils auront un citoyen camerounais qui respecte non seulement les principes de la République, mais qui respecteront également les principes de l'éthique islamique. Imam, vous êtes en train de nous dire qu'ils auront l'islam tout court. Ils auront l'islam tout court. Ils vont pratiquer leurs 5 prières quotidiennes parce qu'il y a les mosquées dans la plupart de ces écoles. Bien évidemment. Les femmes, les filles vont s'habiller normalement avec une tenue respectueuse. Bien sûr. Et si on permettait même à ces établissements, parce que tous ceux qui ont créé des établissements et qui sont allés de gauche à droite pour s'inspirer, savent que dans des pays où ils se sont inspirés pour créer leurs établissements, on a des classes de filles, on a des classes de garçons, ainsi de suite. Et ça va de soi qu'on revienne implanter cela. Et quand vous avez par exemple une scolarisation qui est une scolarité qui est élevée, et qu'on ne réchigne pas en disant que non, les Arabes sont en train de nous financer, je pense qu'on pourra faire des choses grandioses. Aujourd'hui, on n'a pas un établissement scolaire islamique de référence dans tout le Cameroun. Dites-moi, bon, certes, on va me dire le collège Abou Daoud est une référence. Oui, c'est une référence. Imam, mais est-ce que vous n'êtes pas là trop pessimiste, Imam? Vous êtes un produit des écoles franco-arabes. Ils sont nombreux, ceux qui sont passés par là, ceux qui sont des docteurs aujourd'hui, ceux qui sont des ministres. Bien sûr, je sais, j'ai mon ami avec qui qu'on aime se taquiner, Dr Abdulaziz Ahmad, qui nous regarde peut-être du côté du Burkina Faso aujourd'hui. Je pense que on a toujours eu à discuter. On se dit, on veut une école de référence. Que quand on parle, aujourd'hui, quand vous prenez l'enseignement privé catholique, il y a des écoles, des établissements de référence. Dans la ville de Douala, quand on parle de l'enseignement privé catholique, il y a une référence. À Yaoundé, il y a une référence. À Ngaoundéré, il y a une référence. Même à l'extrême nord, il y a une référence. Dites-moi la référence de l'enseignement privé islamique à Ngaoundéré. Alors, Imam, Jazakumullah khairan, certainement la référence est en train d'arriver. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on va prendre une autre pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Au nom d'Allah, louange à Allah, salut et bénédiction d'Allah sur le sceau de la prophétie Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi dans la bonne voie jusqu'au jour de la résurrection, sur quoi nous voudrons vous présenter d'une manière succincte les avantages de la Sadaka. Déjà, il faudrait rappeler qu'à chaque acte obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit un acte facultatif ou qu'au jour du jugement dernier, si jamais il y a de manquement sur l'acte obligatoire, que celui facultatif puisse compléter ce manquement. C'est ainsi que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire l'accomplissement de 5 prières quotidiennes par jour, il a prescrit un certain nombre de prières surrogatoires. De même, lorsqu'il a rendu obligatoire l'acquittement de la zakat, pour purifier nos âmes, purifier nos cœurs, purifier nos biens, il a prescrit à côté la sadaka, qui est cette aumône qui peut être continue ou bien donnée juste à un temps précis. Voilà pourquoi la sadaka, frère dans la foi, a une importance capitale. D'ailleurs, il faudrait que la personne qui donne la sadaka sache qu'il est en train de donner entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il puisse lui garder cela. Et lorsqu'Allah prend cette sadaka, il le fructifie au point que le jugement dernier, on va plus reconnaître vraiment la taille et la grandeur de la sadaka. Allah donne par exemple dans l'exemple dans le Nouveau Coran, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Donc vous avez planté un seul grain qui donne 7 sacs de grains comme exemple, et à chaque sac se trouve plus de 100 grains, pour dire que pour 100 francs par exemple de sadaka qu'on donne pour Allah subhanahu wa ta'ala, on a un bonus de 70 000 francs.
comme récompense auprès d'Allah. Ajoutez à cela que la sadaqa, autant pour moi, est l'une des grandes portes pour accéder à Al-Jannah, le paradis. La sadaqa, c'est l'action la plus vertueuse dans toutes les bonnes actions, et la meilleure forme de la sadaqa est bien sûr de nourrir les autres. La sadaqa sera une ombre le jour du jugement dernier et cela sauvera la personne de l'enfer. La sadaqa refroidit la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et refroidit également la chaleur dans la tombe. Le don le meilleur et le plus bénéfique pour une personne décédée est la sadaqa, et Allah continue d'augmenter la récompense de la sadaqa. La sadaqa est un moyen de purifier l'âme et augmente les bonnes actions. La sadaqa sera une cause de bonheur le jugement dernier sur le visage du donateur. La sadaqa est une source de paix des dangers du jugement dernier et il ne vous laisse pas pleurer le passé. La sadaqa est un moyen de pardon de péché et expie également les péchés passés. La sadaqa est la bonne nouvelle d'une bonne mort et est aussi une cause pour les invocations des anges, pour celui qui donne la sadaqa. La personne qui donne la sadaqa vient du meilleur des gens et tous ceux qui lui sont associés recevront également les récompenses. Des grandes récompenses sont promises à la personne qui donne la sadaqa. La personne qui dépense dans le sentier d'Allah est comptée parmi ceux qui ont la piété et les gens l'aiment beaucoup. La personne également qui donne la sadaqa, et cela est un signe de bonté et de la grâce d'Allah sur lui. La sadaqa est un moyen d'accepter les invocations et de supprimer les difficultés. La sadaqa supprime les difficultés et ferme 70 portes de mal dans ce bas monde. La sadaqa est un moyen d'augmenter la longévité et la richesse et est aussi un moyen de réussite. La sadaqa est un remède et un médicament. La sadaqa prévient le vol, une mauvaise mort, les brûlures du feu et le noyade. Et la noyade, autant pour moi, la sadaqa est récompensée, même si c'est sur les animaux et les oiseaux. Vous comprenez autant d'avantages de la sadaqa, et cette sadaqa aura plus de mérite, de valeur lorsqu'elles sont prélevées dans la Bayt al-Mal pour réaliser des projets comme le waqf, pour que nos sadaqa deviennent sadaqa jariya, dont les récompenses ne pourront s'arrêter que lorsque ces projets pourront être détruits. Merci pour votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau où nous sommes en train de parler de l'enseignement scolaire privé islamique. Nous sommes en compagnie des docteurs, Imam Docteur Fabilou, enseignant à l'université de Ngaoundéré. Imam Fabilou, faut-il le rappeler, a donc écrit une thèse sur la gouvernance scolaire au Cameroun, essai d'analyse des dispositifs et des dynamiques d'encadrement de l'enseignement secondaire privé. C'est donc un chercheur du domaine que nous avons avec nous depuis le début de cette émission. Imam, vous l'avez dit, nous avons les écoles primaires islamiques au Cameroun, notamment les franco-arabes qui sont là depuis des années. Nous avons aujourd'hui des collèges islamiques qui sont un tout petit peu, un peu partout sur le triangle national, mais beaucoup reste à faire pour leur promotion. Quelle est la responsabilité de chacun imam quand on parle de la promotion de ces écoles-là? Oui, pour la promotion de ces écoles, moi je pense qu'aujourd'hui, nous avons des outils de communication, des outils de marketing. On peut les utiliser, mais au-delà de ces outils qu'on pourra avoir à notre niveau, il va falloir s'ouvrir aux évaluations, aux audits, parce qu'un établissement scolaire qui a fait peut-être 10-15 ans et qu'on ne parvient pas, l'établissement était à un point A, et on ne parvient pas à voir comment cet établissement est quitté du point A pour le point B en 10 ans, il faut se questionner, il faut faire un examen, l'auto-évaluation. Si on ne peut pas faire l'auto-évaluation, on peut faire quand même des audits
aujourd'hui dans la communauté. Vous voulez qu'on applique le top management dans ces écoles? Bien évidemment, si vous voulez être des référentiels, il faut que vous arrimez également à ce qu'on a de référentiel ici sur le plan de management. Et Imam, il faut dire quand même qu'il y a des établissements islamiques de référence dans le monde, que ce soit ici dans le Nigeria voisin, que ce soit en France, un peu partout, nous avons quand même des établissements de référence. Et c'est-à-dire qu'au Cameroun, nous pouvons aussi faire pareil? On peut faire mieux. On peut faire mieux. Comment? Si aujourd'hui, vous créez un établissement, c'est que nous, on est en train de faire souvent du social. Et en faisant du social, on ne peut pas s'en sortir. Soit on fait du social business, soit on fait du business pur. Et là, on peut s'en sortir. Si on ne peut pas transformer nos établissements en du social business, ou bien en du business pur, transformons-les au moins en du social business. Nous avons des établissements tels que les établissements du Dr Lem au Nigeria voisin, qui sont des établissements, c'est-à-dire dans notre sous-région, c'est l'un des établissements de référence en matière d'enseignement privé islamique. Nous avons les établissements, de ce côté-là, ils ont jusqu'aux universités. Mais ici, chez nous, on ne parvient même pas à avoir une école primaire digne de ce nom. Donc il faut qu'on aille d'abord vers cette excellence-là avant de penser faire mieux dans l'avenir. Vous avez là parlé du business et du business encore, même dans le social, Imam. Est-ce que vous voulez nous dire qu'il y a de l'opportunité à ouvrir les établissements privés islamiques? Est-ce que nos opérateurs économiques qui nous regardent ont à gagner lorsqu'ils investissent dans les domaines scolaires? Bien sûr. Est-ce que ça donne de l'argent? Ça donne énormément d'argent. Mais ce qu'ils doivent savoir, comme c'est lui qui se lance dans un business ou bien dans un grand projet, il ne s'attend pas à avoir les retombées le lendemain du lancement du projet. Il doit attendre, et avec l'éducation, ce n'est pas en 1 an, 2 ans qu'on aura le retour sur investissement. Parce qu'en 1 an, 2 ans, tant qu'on ne voit pas les résultats de cet établissement, les gens ne vont pas se ruer vers cet établissement. Faites tout et ayez peut-être un 80% au BPC, un 90% au probatoire, un 75 ou 80% au baccalauréat. Je n'ai pas besoin de faire votre publicité, votre marketing. Vos résultats feront le marketing à votre place et vous allez avoir des gens qui vont se bousculer à votre porte. Deuxième chose, non seulement vous avez fait vous créez votre établissement avec votre intention pour aider et tout ça, et à chaque fois que les gens viendront acquérir du savoir dans cet établissement, même si vous êtes mort, Allah vous donne. Mais Imam, ça veut dire qu'on a à gagner ici, mais aussi dans l'au-delà? Bien évidemment, c'est pour cela que je vous dis, vous pouvez faire du business pur et vous pouvez également faire du social business, vous pouvez également faire du spiritual business. À côté du social business, vous faites également du spiritual business. Non seulement vous avez quelque chose que vous faites rentrer dans votre caisse, il y a également ce que vous rentabilisez dans vos comptes dans l'au-delà. Et également, si vous êtes un établissement performant et que vous respectez, vous payez vos enseignants et tous vos employés, il y a également la subvention de l'État qui vient. Et l'État ne vous laisse pas comme ça parce qu'il vous a, en mettant le droit de regard, il y a également quelque chose que l'État... Un droit d'accompagnement. Il y a également un droit d'accompagnement, les subventions que l'État met à la disposition de ces établissements. Il y a également les organismes internationaux qui peuvent également vous appuyer, vous accompagner par le biais de l'État. Imam, est-ce à dire que ces établissements scolaires privés islamiques constituent une aubaine pour la communauté musulmane, pour les hommes d'affaires? Bien évidemment, mais le véritable problème, c'est que nous, on se dit que c'est trop de travail
parce que l'école c'est de lundi à vendredi, voire de lundi à samedi, et du 1er au 31, tout cela c'est fatigant. On ne peut pas, il faut payer les enseignants chaque mois, ainsi de suite, et la cagnotte elle est vraiment énorme, et c'est ça qui, vous savez, un homme d'affaires ne veut pas toujours faire sortir l'argent, il veut que quand ça rentre. Et c'est ça le véritable problème avec nos hommes d'affaires. Merci, Imam Docteur. Qu'Allah vous récompense pour ces éléments de réponse aux multiples interrogations de notre spectateur et de nous-mêmes. Imam, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Avant de prendre votre dernier mot, aujourd'hui, la situation a été dévoilée sur ce plateau, la situation de nos écoles primaires privées islamiques ou de nos collèges privés islamiques sur l'étendue du territoire national. Il y a beaucoup de défis à relever, vous l'avez dit, mais Imam, il est possible d'exceller. Vous nous dites que malgré la situation dans laquelle on se trouve, les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école. Ça veut dire que dans ces situations, il y a la possibilité de pouvoir passer ces examens, de pouvoir sortir excellent. Bien évidemment, on peut être excellent, puisque le même programme enseigné par exemple au lycée, c'est le même programme qui est enseigné également dans votre collège. Le même programme qui est enseigné à l'école primaire, l'école publique de Dedo, c'est le même programme qui est également enseigné par exemple à l'école franco-arabe. Tout simplement, à côté de ce programme, on y ajoute des matières purement islamiques. Et je pense que si vous avez ce melting pot-là chez vous, vous serez la personne la mieux préparée pour réussir. Et qu'est-ce que les autres, dans d'autres établissements, ont et que vous n'avez pas? C'est sur ces éléments que vous allez vous baser pour dire que, ah bon, comme ils ont ceci, moi aussi je peux m'offrir cela pour que je puisse aller de l'avant. Il n'est pas interdit d'aller tricher chez quelqu'un si la personne fait très bien. Shukran lak ya Imam. On va donc très rapidement prendre votre dernier mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs. Oui, à l'endroit des téléspectateurs, des parents et même des hommes d'affaires, nous sommes en train de travailler sur un document de stratégie de l'amélioration de la performance des établissements d'enseignement privé islamique au Cameroun. Et vous savez, ce document, on ne peut pas le faire, on ne peut pas s'asseoir, vous et moi, Mamadou Koiranga, pour l'effectuer. On a besoin d'expertise et autres pour réaliser cet énorme travail. Et si au niveau de la communauté, on peut mettre la main à la pâte ou bien la main dans les poches pour que ce document puisse être ventilé dans le Cameroun. Ça sera la chose que nous aurons laissée pour la prospérité et pour l'épanouissement de l'enseignement privé islamique. Ce projet est estimé à 7 millions de francs CFA. Il y a quand même quelque chose dans la caisse avec lesquels on est en train de travailler. Si on peut nous accompagner, ça sera la meilleure. Merci pour ces cris d'alarme à l'endroit de tous ceux qui nous regardent. Imam Fabilou, je rappelle que vous êtes un imam au sens propre comme au sens figuré. Vous êtes membre de la Cameroun Muslim Student Union où vous avez été imam à Dang pendant plusieurs années. Et je rappelle que vous êtes aussi actuellement membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, où vous êtes chargé des affaires juridiques. Imam Fabilou, vous enseignez à l'université d'Nkaoundéré, vous êtes politologue de formation, vous vous intéressez au monde éducatif, notamment les établissements scolaires privés islamiques, à l'exalté soit-il, vous récompense. Merci d'avoir accepté notre invitation de passage dans la ville de Douala. Il faut finir en disant que vous êtes aussi membre de l'équipe vitrine de l'islam, un communicateur né. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Merci à vous, merci aussi à nos chers téléspectateurs pour leur aimable attention. Mesdames, mademoiselles, messieurs,
les établissements privés islamiques existaient au Cameroun. L'État du Cameroun nous a ouvert la porte de pouvoir mettre sur pied des établissements qui respectent l'éthique islamique. Une opportunité à saisir, une aubaine à saisir pour à la fois éduquer nos enfants sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan islamique. On a intérêt à envoyer nos enfants dans ces établissements où on pratique l'islam, où on accomplit les 5 prières quotidiennes, où les filles sont habillées conformément aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vendredi prochain, ça sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.